Bonjour, bienvenue dans votre bulletin géopolitique de la semaine du 27 février au 5 mars. Commençons tout de suite avec le Moyen-Orient. En Turquie, le vendredi 3 mars, à quelques jours de l'annonce officielle, ce qui devait être l'annonce officielle donc, du candidat commun à la présidence prévue lundi de la coalition d'opposition à Erdogan, Meral Akşener, la dirigeante du Bon Parti, c'est le nom du parti, a quitté la coalition anti-Erdogan. La raison de ce coup de théâtre est son refus d'approuver le choix de Kemal Kılıçdaroğlu, qui est le chef du CHP, le principal parti d'opposition, qui était le candidat privilégié par tous les autres membres de la coalition en vue de l'élection du 14 mai prochain. Dans une allocution télévisée, Meral Akşener a qualifié le choix de Kılıçdaroğlu, décidément, de petits calculs qui ne servent pas l'intérêt général de la Turquie. Et elle a déclaré que l'Alliance n'était plus une plateforme de discussion raisonnable sur les candidats potentiels, mais plutôt un bureau de notaires travaillant à l'approbation d'un seul candidat. Depuis plusieurs semaines, Meral Akşener soutenait ouvertement un autre candidat, Ekrem İmamoğlu, qui est le maire d'Istanbul, comme jadis Erdogan l'a été lui-même. Et elle n'excluait pas non plus d'apporter son soutien à Siavaş Mansur, qui est le maire d'Ankara. Donc tout ceci est arrivé 2 jours après la confirmation par Erdogan de la tenue du scrutin présidentiel législatif le 14 mai prochain. Puisque maintenant ça se passe comme en France, vous avez le scrutin présidentiel qui arrive en même temps que les élections législatives et ça favorise forcément le parti du président. Cette fracture donc n'augure naturellement rien de bon pour l'opposition, d'autant plus qu'il manquait déjà de temps pour s'organiser, comme je vous l'avais dit dans les précédents bulletins, depuis que Erdogan avait décidé d'avancer la date de l'élection justement pour les mettre en difficulté. Donc cette division, naturellement, risque de favoriser encore Erdogan, qui justement était considéré comme étant en danger, puisque sa cote de popularité était au plus bas, en raison de la crise économique et de la colère suscitée par la gestion du tremblement de terre, puisque, semble-t-il, je vous avais dit que ce genre de crise, ça pouvait ressouder autour du chef, mais les erreurs de gestion avec les secours qui sont arrivés très tardivement, etc., ont été telles que ça lui semble-t-il retomber dessus à lui dans sa popularité. Donc semble-t-il qu'Erdogan, une fois de plus, aura une opposition faible en face de lui, et en fin de compte, rien de très attendu. La réélection d'Erdogan est d'autant plus probable, ce que je vous avais déjà dit dans les bulletins précédents. Turquie toujours, mais aussi Syrie et Égypte. Évolution importante, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, se rendra lundi en Turquie et en Syrie pour la première visite de ce type en une décennie de relations tendues entre les deux pays. Le 7 février dernier, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi avait déjà appelé son téléphone Bachar al-Assad, ce qui était le premier échange officiel entre les deux dirigeants. Shoukry, lui, de son côté, s'est entretenu avec son homologue syrien. Et le même jour, Sisi s'est entretenu aussi avec le président Recep Tayyip Erdogan. C'est aussi l'un de leurs premiers contacts diplomatiques dans le cadre d'un récent rapprochement, puisque vous vous en souvenez peut-être, les relations du Caire avec Ankara étaient glaciales depuis le coup d'État de 2013, le coup d'État militaire qui a propulsé Sisi au pouvoir, avec le renversement de Mohamed Morsi, qui était le président islamiste issu des frères musulmans et qui était parvenu au pouvoir par suite de la révolution du printemps arabe de 2011. Et de nombreux membres des frères musulmans, d'ailleurs, égyptiens, se sont réfugiés en Turquie. Désormais, l'Égypte, à l'occasion du séisme, a envoyé de l'aide humanitaire et en profite pour, semble-t-il, recréer des liens avec à la fois Erdogan et Bachar al-Assad. Donc on a une recomposition depuis un an assez claire des relations internationales dans cette région du Proche-Orient. En novembre, notamment, Sisi et Erdogan s'étaient serré la main au Qatar. Et donc la présidence égyptienne avait annoncé ça comme un nouveau départ dans les relations.
Plus à l'est, en Iran, plus de 100 étudiantes ont apparemment été empoisonnées par des gaz dans les écoles iraniennes mercredi, ont rapporté les médias locaux, donc mercredi 1er mars. Plusieurs incidents similaires s'étaient produits apparemment depuis novembre, mais là il y a une grosse accélération. Le chef du service hospitalier a déclaré à l'agence Tasnim que les élèves de 7 écoles de filles de la ville d'Ardabil avaient inhalé du gaz le matin et que 108 d'entre elles avaient été transportées à l'hôpital. Au moins 3 écoles de Téhéran ont aussi été touchées. Et selon l'agence Fars, les élèves d'un lycée de l'ouest de la capitale ont été empoisonnés par une sorte d'aérosol. Ce sont des parents d'élèves qui ont donné cette information. La même source a indiqué que les services d'urgence étaient sur les lieux. Près de 800 étudiantes à Qom et 400 à Borugerd ont été touchées depuis fin novembre. Le président iranien Ebrahim Raïssi a chargé le ministre de l'Intérieur de suivre l'affaire dans les plus brefs délais et d'informer la population de l'avancement de l'enquête pour dissiper leurs craintes. Et le ministre de l'Intérieur, Ahmed Wahidi, a déclaré aux journalistes que les autorités enquêtaient toujours sur les potentiellement responsables des empoisonnements, mais personne n'avait été arrêté jusqu'à présent. Difficile de savoir donc s'il s'agit d'une frange radicale détachée du gouvernement qui fait tout ça en réaction au mouvement ou à la tentative de mouvement de libération des femmes en Iran qui a eu lieu ces derniers mois, ou bien si c'est piloté par le régime en sous-main. Ça peut être les deux, hein. Ça peut être aussi une faction à l'intérieur du régime qui pilote ça pour achever d'étouffer dans la terreur le mouvement de révolte qui a agité le pays depuis l'automne. Toujours en Iran, mais autre domaine nucléaire, le chef de l'organe de surveillance nucléaire de l'ONU, Raphaël Grossi, chef de l'AIEA, donc, a déclaré samedi 4 mars avoir eu des entretiens constructifs avec des responsables iraniens à Téhéran après la découverte de particules d'uranium enrichies à un niveau proche de la qualité militaire. Ça, je vous en avais parlé à maintes reprises, j'ai fait un format court dessus. Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique est resté pendant 2 jours. Il a indiqué: en ayant une discussion constructive et en ayant de bons accords, comme je suis sûr que nous allons en avoir, nous allons ouvrir la voie à des accords importants. Donc il est arrivé vendredi en Iran et l'état des choses est celui d'une impasse sur les négociations de la relance de l'accord, puisque je rappelle que Donald Trump avait suspendu l'accord pendant sa présidence et des négociations ont été reprises. L'accord n'a pas été restauré aussitôt avec l'arrivée de Joe Biden, mais des négociations ont été arrivées pour voir dans quelles conditions on pouvait restaurer l'accord de 2015, donc sous Obama. Mais les négociations sont en fait au point mort depuis l'année dernière. Et la découverte d'uranium enrichi est intervenue, ça on l'a appris depuis, après que l'Iran avait en fait très profondément modifié une interconnexion entre 2 clusters de centrifugeuses, c'est-à-dire qu'en fait vous avez des groupes de centrifugeuses qui accumulent donc la centrifugation pour affiner toujours plus le combustible. Et donc semble-t-il qu'ils ont plus vous en avez en série, plus vous allez à un enrichissement puissant, quoi. Et en fait, l'Iran a donc interconnecté, sans en avertir l'AIEA, 2 de ces ensembles de centrifugeuses. Donc ça semble bien écarter totalement la thèse qui était par ailleurs peu crédible du gouvernement iranien, de ce que ce serait juste une erreur, soit de prélèvement de l'AIEA, soit que ce serait juste un résidu qui se serait fait mais qui n'aurait pas été fait intentionnellement. Voilà. Vu la manipulation qui a été faite avant en étant dissimulée à l'AIEA, c'est logique qu'on voit qu'il y a une manœuvre de dissimulation iranienne pour poursuivre l'enrichissement. Et déjà en novembre 2022, les Occidentaux avaient critiqué l'Iran pour son manque de coopération après la découverte de traces d'uranium enrichi sur 3 sites non déclarés. C'est-à-dire, en plus, ils auraient des sites d'enrichissement qui ne sont pas déclarés. Donc ça rajoute encore à l'idée que je mentionnais dans le format court que j'ai consacré à cette question, du peu de probabilité selon moi de ce que des frappes militaires puissent rapidement bloquer le processus militaire nucléaire iranien, parce que tout simplement maintenant l'appareil est tellement étalé, semble-t-il, il y a tellement de sites qu'il faudrait vraiment bombarder tous les coins du pays en même temps. Ça me paraît très compliqué.
Bref, de retour de son voyage, donc, le monsieur Grossi a indiqué après la réunion que toute attaque militaire contre une installation nucléaire, par contre, était illégale. Et donc, il faisait initialement référence à l'usine ukrainienne de Zaporizhia. C'était dans le cadre d'une question qu'on lui posait là-dessus qu'il a répondu ça, et je compris. Mais qui a fait, bien sûr, vous vous souvenez ce qui s'est passé il y a quelques mois, il y avait des attaques répétées, en tout cas des missiles qui risquaient de tomber dessus. Mais forcément, le message est interprété par la presse israélienne notamment, puisque c'est Times of Israel qui souligne ça, comme une indication envoyée à Israël, justement, de ne pas taper les installations militaires nucléaires iraniennes non plus, parce que ça a des dangers de pollution, d'irradiation, etc. Donc M. Grossi a rappelé qu'il y avait eu depuis un moment une réduction des activités de surveillance liées aux caméras et aux systèmes de surveillance mis en place en coopération avec l'AIEA dans le système militaire iranien, et il indique avoir obtenu l'accord des Iraniens ou l'assurance que ces systèmes seraient remis en place, donc que ça permettrait de surveiller, et il a dit c'est très très important en termes de continuité des connaissances, en particulier dans le contexte d'une éventuelle relance de l'accord sur le nucléaire iranien. Il me semble que je continue à penser que tout ceci reste malgré tout des manœuvres dilatoires de la part des Iraniens en essayant d'obtenir la bombe, ce dont ils ne sont vraisemblablement pas très loin. On passe du côté des États-Unis et de leur relation avec la Chine. Le ministère des Affaires étrangères chinois a publié sur son site fin février une note intitulée « L'hégémonie américaine et ses périls », qui constitue en fait, j'en ai pris connaissance que cette semaine, mais qui constitue en fait un peu l'envers de la liste des principes de paix pour l'Ukraine, dont je vous ai parlé la semaine dernière, et dont je vous ai dit que j'y voyais une espèce d'aspect programmatique, c'est-à-dire déclaration de principes. Voilà quels sont les principes sur lesquels la Chine voit l'ordre mondial, et un petit peu peut-être qu'est-ce que ça serait si c'était la Chine l'hégémon mondial. Donc, dans ce texte, cet autre texte, il s'agit d'une certaine manière en fait d'expliquer que tout ce qu'implique l'hégémonie américaine est un petit peu le contraire des principes de paix avancés par la Chine. Et donc cela me semble confirmer le caractère d'offensive idéologique en vue d'une offensive plus franche des hostilités pour dire au monde, ben voilà notre programme de relations internationales, alors que les États-Unis vous vendent ceci. Bon. C'est tout de même quelque chose d'assez important, me semble-t-il, parce que ça figure comme une position officielle de la Chine qui dénonce l'hégémonie américaine, et cela au moment où justement on lui reproche de se mettre du côté de la Russie dans le conflit en Ukraine. De leur côté, les États-Unis ont publié un rapport du ministère de l'Énergie. Pourquoi le ministère de l'Énergie ? Je me pose la question. J'ai pas trouvé la réponse, estimant ce rapport estime qu'une erreur du laboratoire de Wuhan pourrait être à l'origine de la pandémie qui a débuté donc dans cette ville de Chine, vous vous en souvenez tous. C'est une réaffirmation de la thèse qui est semble-t-il déjà privilégiée par le FBI et qui tombe naturellement à point nommé pour servir le narratif américain à l'encontre de la Chine après la séquence des ballons espions et du dévoilement du soutien chinois à la Russie. Donc on voit vraiment que y a une convergence des deux côtés dans le ton qui se hausse. Mardi 28 février, la commission du Congrès américain sur la Chine a estimé que le pays constituait une menace existentielle pour les États-Unis. Là aussi, vous voyez, on est sur quelque chose sur des mots forts. Et par ailleurs, ce jeudi, 1er mars, Washington a annoncé vendre des munitions à Taïwan pour 619 millions de dollars qui seraient destinés aux avions F-16 de l'île. Et en septembre dernier, les États-Unis avaient déjà passé un contrat de plus d'1 milliard de dollars avec des missiles Harpoon, des missiles tactiques Sidewinder, ainsi qu'un contrat de maintenance du système de radar de l'île. Donc on est là dans la continuité de cet effort-là,
Mais on voit très clairement que ces dernières semaines, la tension, il y a un effet d'accélération très important dans l'accroissement des tensions entre États-Unis et Chine. Il y a encore 6 mois, la situation était un peu tendue, mais on parlait d'une Chine qui pourrait laisser tomber la Russie, etc. Là, depuis un mois et demi, on arrive quand même dans un vocable de pré-confrontation. C'est-à-dire, véritablement, on sent que les perspectives de bonne entente s'éloignent assez radicalement, et pour l'instant, il n'y a rien qui donne le sentiment que ça pourrait s'inverser. Ce qui est logique avec la vision que j'ai de la montée en tension de la confrontation mondiale. En Afrique, fragilisé par le simple passage du temps et le développement du continent, et conjoncturellement par la poussée russe via Wagner en Afrique, la France d'Emmanuel Macron tente de réagir en réformant le rapport de force avec le continent. L'intention initiale d'Emmanuel Macron était, semble-t-il, de fermer toutes les bases françaises en Afrique ces jours-ci, mais il se serait heurté à une levée de bouclier des militaires pour lesquels c'est l'occasion de voyager et de faire des OPEX bien payés. Il y a quand même des considérations de ce genre, d'appareil, quand vous voulez faire ce type de réforme. Mais néanmoins, avant sa tournée en Afrique, Emmanuel Macron a prononcé un discours pour annoncer que la France devait renouveler sa relation avec ses partenaires africains en disant qu'il n'aurait plus de précarés, plus de France-Afrique et surtout moins de soldats et des bases militaires co-gérées. Bref, l'idée c'est de faire montre d'un respect supérieur pour des nations africaines qui sont désormais considérées comme plus adultes dans leur souveraineté après 60 ans de période post-coloniale où on était un petit peu dans un entre-deux encore. Néanmoins, le voyage d'Emmanuel Macron ne s'est pas fait sans tension, puisque notamment il a expliqué, ai-je vu, aux dirigeants de la République du Congo lors de la conférence de presse qui a été donnée à Kinshasa que il ne fallait pas se plaindre auprès des Européens, et notamment de la France, et chercher des coupables pour le fait que la République du Congo n'arrivait pas à restaurer sa souveraineté, à quoi il lui a été répondu qu'il n'avait pas à parler comme ça, que la France-Afrique c'était fini. Donc le succès, l'opération séduction est peut-être un petit peu foiré. En revanche, il est vrai que la République du Congo a ses problèmes de souveraineté à elle et qui ne viennent pas typiquement de l'action française. Puisque, notamment, ça fait un moment que je vous parle des tensions qui existent entre le Rwanda et le Congo. Là encore, cette semaine, des soldats rwandais ont abattu un soldat congolais qui avait traversé la frontière et tiré sur les forces de sécurité ce vendredi 3 mars. Et il y a eu en outre un bref échange de tirs entre les deux parties, a déclaré le ministère de la Défense du Rwanda. L'incident a eu lieu en fait vendredi soir, quand le soldat congolais est entré dans l'ouest du Rwanda depuis le poste de frontière de Grande Barrière, à l'extérieur de la ville de Goma. Vous savez, je vous avais déjà mentionné le fait qu'il y avait vraisemblablement une présence de Wagner qui était apparue dans cette ville, qui est une ville à la frontière, et une ville congolaise à la frontière entre les deux pays, et a tiré sur les soldats donc des forces de défense rwandaises, d'après le ministre rwandais. La semaine d'avant, je rappelle qu'un nouvel exode de personnes avait fui justement vers Goma depuis la ville voisine de Sake, dont le M23, le mouvement du 23 mars, mouvement rebelle soutenu par le Rwanda, avait avancé. Donc, au terme cependant de la visite d'Emmanuel Macron, je parlais à l'instant de la conférence de presse qui avait été tenue à Kinshasa entre Emmanuel Macron et Félix Tshisekedi, il a été mentionné qu'il pourrait y avoir un cessez-le-feu qui serait en cours de négociation, donc entre le M23 et le gouvernement congolais, et qui pourrait se tenir à partir du 7 mars, donc mardi prochain. Nous le verrons, ça fera un autre sujet de discussion que celui des grèves en France. En Europe, revenons ici, en Moldavie, les craintes d'un coup d'État pro-russe ne s'apaisent pas, je vous en avais parlé la semaine dernière là aussi, d'autant plus que la situation économique intérieure est très compliquée. L'inflation en Moldavie est estimée à environ 25%, ce qui contribue à l'insatisfaction croissante envers le gouvernement pro-occidental dirigé par Maia Sandu. Cette insatisfaction est mise en évidence par le fait que le Parti d'action et solidarité de Maia Sandu
ne recueillerait que 23% des intentions de vote selon un dernier sondage. Et le parti serait talonné par une coalition de communistes et de socialistes montée à 22%, auquel il faut ajouter le parti pro-russe de l'oligarque en exil Ilan Shor, dont je vous avais parlé, qui lui est crédité de 11% cependant dans les sondages, donc c'est pas le plus gros opposant. Mais le 28 février, mardi dernier, une manifestation rassemblant des milliers de personnes a défilé dans les rues de la capitale avec pour slogan Maya Sandu va-t'en. Et la Repubblica, donc journal italien, indique que d'après des médias moldaves, des personnes présentes auraient tenté de pénétrer dans le siège du gouvernement. Selon le média italien, ces manifestants avaient été amenés dans la capitale par des bus affrétés par Ilan Shor. Et cette information aurait été confirmée par le vice-président du Parlement moldave, Mikhail Popsoy. De son côté, le député du parti pro-russe de Shor, Vadim Fotescu, également cité par la Repubblica, explique que ces manifestations visent à obtenir des élections anticipées. Dans les Balkans, Aleksandar Vučić a indiqué « Tant que je serai président, je ne signerai ni n'accepterai une reconnaissance officielle ou officieuse du Kosovo ou que le Kosovo rejoigne l'ONU ». Il a refusé de signer le pacte promu par l'UE visant à normaliser les relations entre les deux anciens ennemis, ou ennemis actuels si on veut être pessimiste. Lundi, donc, 27 février, les dirigeants serbes et kosovars sont réunis, comme j'avais indiqué que c'était prévu dans le dernier bulletin, sous la pression de l'Union européenne, donc, sont réunis à Bruxelles pour convenir d'un plan qui devait encadrer une éventuelle reconnaissance de facto et une normalisation des relations entre les deux parties. Les Européens, les responsables européens, je vous l'avais dit, étaient assurés qu'il y avait en gros un accord de principe, mais en fait les discussions n'ont pas abouti et les Kosovars et les Serbes se sont rejetés mutuellement la responsabilité de l'impasse en affirmant que de nombreux points devaient encore être réglés. Aleksandar Vučić a déclaré mardi soir lors de son discours à l'opinion publique serbe qu'il ne reconnaîtrait jamais le Kosovo et qu'il n'avait aucune intention d'aider ce territoire à devenir membre des Nations Unies. Donc le président serbe a déclaré qu'il était prêt à discuter d'autres sujets, mais seulement si le Kosovo acceptait de créer une association des municipalités en majorité peuplée de Serbes qui donnerait aux Serbes du Kosovo une certaine autonomie. Je vous l'avais déjà dit, c'est son exigence clairement qu'il répète depuis quelque temps déjà. Il a indiqué « J'ai dit que c'était un gros problème pour les Kosovars qui ne veulent excusez-moi, c'est pas lui qui l'a dit, je lis mes notes et c'est moi qui vous ai déjà dit ça. J'ai déjà dit que c'était un gros problème donc pour les Kosovars qui eux ne veulent pas l'équivalent d'une république serbe de Bosnie chez eux. Hein. Je vous souvenez, la république serbe de Bosnie, c'est cette république qui aujourd'hui est dirigée par Milorad Dodik, qui est un fort nationaliste, qui ne demande pas encore son rattachement à la Serbie, mais qui a quand même des visées sécessionnistes, qui n'ont été paralysées en fait dans leur mise à exécution que par le début de la guerre en Ukraine, où il a peut-être pensé, et les difficultés russes, où il a peut-être pensé que du coup les Russes seraient pas là pour l'aider s'il se lançait dans son opération. Donc il a mis ça un petit peu en stand-by, mais en tout cas c'est toujours possible. Donc les Kosovars ne veulent surtout pas qu'il y ait un État dans leur État finalement, ou une association de mairie mais qui ressemble à un État dans l'État, qui puisse également avoir de telles visées sécessionnistes pour à nouveau rejoindre la Serbie, naturellement. Dans un tweet, le premier ministre kosovar Albin Kurti a accusé le président serbe Vučić de faire preuve de mauvaise foi. Une nouvelle réunion des dirigeants serbes et kosovars est prévue sous les auspices de l'UE pour le 18 mars. Elle devrait se tenir en Macédoine du Nord. Donc je pense que j'aurai l'occasion de vous en reparler dans 15 jours. En Asie, le Japon, c'est connu, est confronté à un vieillissement notoire de sa population. Les chiffres sont assez hallucinants. Près de 30% des 125 millions d'habitants du Japon sont âgés de 65 ans et plus, ce qui est un record mondial, juste après Monaco. Mais bon, Monaco, on se doute qu'il y a beaucoup de vieux riches qui vont s'y installer, donc ça fausse un peu la perception. Mais pour un pays normal, c'est quelque chose d'assez phénoménal. Le nombre de naissances dans le pays est tombé en 2022 sous la barre des 800 000, c'est-à-dire c'est un nouveau plus bas depuis le début de ces statistiques en 1899 et près de 2 fois moins qu'il y a 40 ans.
En janvier, Fumio Kishida avait estimé que le Japon se retrouverait à la limite de l'incapacité de pouvoir continuer à fonctionner en tant que société. C'est vrai que 800 000, ça fait quoi? Ça fait 8 millions de naissances en 10 ans. Ça ferait, si ça se maintient comme ça, en 40 ans, ça ferait 24 millions. C'est autant dire que vous avez un peuple qui s'éteint totalement au bout de 50 ans, quoi, ou qui finit à un quart de ce qu'il était. C'est vraiment catastrophique. Donc, comme le pays néanmoins refuse l'immigration, il faut faire preuve d'inventivité pour essayer de relancer la natalité. Et donc, le parti du Premier ministre, Fumio Kishida, a suggéré d'alléger la dette étudiante pour ceux qui auraient des enfants afin de tenter d'enrayer la chute de la natalité. Alors, semble-t-il, cette proposition fait scandale en disant que c'est traiter les gens comme du bétail, etc. Je comprends pas bien ce scandale. Pour moi, ça ressemble à une subvention à la natalité comme une autre. Mais semble-t-il qu'au Japon, ça choque beaucoup, ce qui doit être cohérent avec le fait qu'ils aient une telle dénatalité. En fait, quand vous avez une telle dénatalité, c'est quand même que vous avez un dysfonctionnement qui se fait quelque part. Et donc toute mesure, même pour encourager la natalité, doit être vue comme une espèce d'intrusion de l'État assez inadmissible. Mais en tout cas, ça met en question la survie du Japon, tout simplement comme pays. Hein. S'il se retrouve avec sa population du début du 19e siècle dans 50 ans, pas sûr qu'il pourra se maintenir en l'état, surtout quand on pense à son niveau d'urbanisation. Ça, voilà. Il y aura peut-être une émission intéressante à faire sur cette question du Japon. Mais poursuivons, en Asie toujours, au Pakistan, le pays qui s'enfonce encore un peu plus dans la spirale de crise. Il connaît une situation inédite depuis 25 ans, je l'ai déjà dit, mais là en plus, nouvelle information, la Banque centrale du Pakistan a remonté le taux directeur de 3 points d'un seul coup, ce qui fait un taux de 20%, ce qui est énorme. Cette décision a été prise en raison de la flambée de l'inflation qui atteint 31,5% le mois dernier et qui ne devrait pas s'arrêter selon la State Bank of Pakistan, donc la banque centrale. La hausse de l'inflation est due en partie aux hausses des taxes indirectes votées par le gouvernement fédéral le 20 février, qui concernent notamment les carburants, les cigarettes, les boissons, les produits importés et les billets d'avion. Vous savez, vu ce que je vous expliquais, que tout ceci constitue un effort pour essayer d'obtenir un nouveau prêt du FMI. Mais là, vous voyez totalement l'emballement. C'est-à-dire, vous ne pouvez plus subventionner les gens parce que sinon le FMI vous aide pas. Donc vous leur imposez des taxes en plus qui ne vont pas arranger l'état économique. Enfin bon, c'est vraiment le pays est vraiment en train de couler économiquement. La liste des nouveaux impôts est longue et devrait rapporter 609 millions d'euros, en plus c'est pas énorme, d'ici la fin de l'exercice fiscal 2022-2023. Mais Islamabad donc espère que ça suffira pour satisfaire les exigences du FMI et obtenir un prêt de 1,1 milliard de dollars. Et en plus, le prêt sollicité n'est même pas tellement énorme. C'est un 30e de ce qu'on dépense par an pour les retraites en plus. Enfin, c'est vraiment une grosse difficulté. Et en plus, la roupie, donc la monnaie pakistanaise, a chuté par rapport au dollar. Et donc ça contribue encore à l'inflation. On a une dépréciation de 20% de la monnaie, ce qui est vraiment terrible. Et naturellement, je ne reviens pas dessus parce qu'il n'y a pas d'actualité particulière sur l'Inde ou sur le Gilgit-Baltistan où les manifestations continuent. Mais ça a forcément un impact puisque ça fait que le Pakistan n'a pas la capacité de continuer à financer ces territoires. Et de plus en plus, ça le met à la merci de l'Inde qui pourrait de plus en plus être poussé à agir. Donc on est encore une fois dans la logique des prévisions que j'ai maintes fois répétées. On termine ce bulletin géopolitique sur une nouvelle tech, qui est une nouvelle que j'ai trouvée dans un article du magazine en ligne L'ADN. Sergey Brin et Larry Page, les deux fondateurs de Google, ont été rappelés à la rescousse, d'après le New York Times. Les créateurs de la firme, qui ont quitté la direction en 2019, ont participé à plusieurs réunions avec les cadres dirigeants. La faute en revient à ChatGPT, qui sème un vent de panique chez le mastodonte du web. L'adoption de l'IA génératrice de texte en effet était très rapide. Une semaine après son lancement, plus d'1 million d'utilisateurs avaient déjà testé. On a déjà des nouvelles indiquant que des journaux
prévoient ou ont commencé à virer la part de leur personnel, à licencier la part de leur personnel qui sont remplaçables par le biais de l'IA. J'ai entendu également parler de l'apparition d'un possible métier, sur le même magazine d'ailleurs, très intéressant, l'ADN, d'un possible métier ingénieur prompt. Les prompts, vous savez, c'est la question en fait que vous posez à une IA pour lui faire un résultat, que ce soit graphique ou les questions que vous posez pour avoir des informations à ChatGPT. Et il y a des trucs, des manières, et on voit de plus en plus de tutos d'ailleurs qui vous expliquent comment vous pouvez bien poser vos questions. C'est encore beaucoup plus technique et affiné que les traditionnels tips pour savoir comment on pose des questions à Google. Là, ça devient quelque chose de beaucoup plus subtil, et donc d'ores et déjà, la révolution est en marche, et elle est extrêmement rapide, beaucoup plus rapide encore que ce qui s'est passé à l'arrivée d'Internet. Donc le problème, c'est que Google voudrait remplacer peut-être son moteur de recherche par un système du même genre, mais ça pose des questions sur le business model de Google, puisque la publicité ciblée, semble-t-il, qui représente 80% des revenus de Google, pourrait ne plus être possible, ou beaucoup moins, avec ce système-là. Et donc la question de la viabilité financière même de Google, la question se pose. Déjà le 20 janvier, Google a annoncé la suppression de 12 000 emplois, ce qui est également dans le cadre de l'espèce de recomposition qui touche la totalité des GAFAM. Et c'est vraiment, on vit une époque formidable où il n'est pas impossible que dans 5 ans, vous ayez Google en liquidation judiciaire et ChatGPT qui est remplacé. On va dans un monde qui va extrêmement vite maintenant. Et le règne éternel des GAFAM, donc, est peut-être déjà en train de basculer, ce qui est assez classique, quand on sait, il faut regarder en particulier l'histoire américaine des 200 dernières années, ou ne serait-ce que des 100 dernières années. Si vous revenez tous les 30 ou 50 ans, vous apercevez que les plus grosses boîtes ne sont jamais celles qu'il était 30 ou 50 ans avant, puisque le progrès technique ramène de nouveaux géants continuellement et rend obsolètes les anciens. En tout cas, voilà, ça sera une actualité également importante et qui vaut le coup, qui mérite d'être mentionnée dans le bulletin géopolitique, puisque ce qui touche aux GAFAM, naturellement, peut avoir aussi un effet systémique sur l'ensemble du monde et de l'économie mondiale. Voilà pour ce bulletin géopolitique. Je vous retrouve bientôt pour un autre format. D'ici là, vous laissez pas faire.